Pour dépolitiser l'administration communale, le gouvernement béninois a présenté au maire ce mardi 21 septembre 2021 au Palais des Congrès de Cotonou le projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation en présence du chef de l'État Patrice Talon. Une réforme qui est diversement appréciée dans le rang des populations pour clarifier l'opinion publique sur les tenants et aboutissants de cette réforme initiée par le gouvernement de la rupture. L'expert en décentralisation et en communication, Franck Kenevor, se prononce. Je pense que les collectivités territoriales qui ont été installées au Bénin en février 2003 ont fait leur preuve pendant 18 ans. Déjà, après les 3 ans de la phase transitoire, il y a déjà un certain nombre de limites, un certain nombre de faiblesses qu'on a commencé par observer au niveau du système. Et donc le gouvernement a fait le même diagnostic que les acteurs de la décentralisation, à savoir qu'il faut améliorer la qualité des interventions au niveau des communes. Donc je pense qu'aujourd'hui, personne n'est surpris qu'il y ait eu des réformes au niveau des collectivités territoriales parce que cela a été attendu depuis, mais il manquait la volonté politique ou le courage politique pour réformer. Qu'est-ce qui était en cause depuis déjà une dizaine d'années? Et si vous prenez le rapport du forum bilan des 12 ans de la décentralisation de 2015, il y avait déjà ces observations, ces limites qui ressortaient déjà dans ce bilan qui avait été, dans ce rapport qui avait été présenté par Simon Assis Tometi en ce moment. Après cette explication de la réforme, l'expert en décentralisation y va de son analyse personnelle. Le gouvernement a mis l'accent sur un certain nombre de problèmes. La politisation de l'administration communale qui ne permet pas vraiment aux maires de gérer sereinement d'abord et objectivement les collectivités territoriales. Deuxièmement, la politisation apportait des immixtions des forces politiques et même au niveau des conseillers communaux et municipaux, il y avait beaucoup de chantage envers le maire qui l'obligeait à donc gérer la commune en réglant, en donnant satisfaction à des intérêts particuliers au lieu de donner satisfaction aux citoyens en privilégiant l'intérêt général. Ensuite, nous avons quand même pu observer que depuis 2003, la qualité des recrutements n'était pas à la hauteur des profils attendus au niveau de la commune. Donc il y avait des recrutements fantaisistes qui, au finish, ont créé un genre de pléthore au niveau de l'administration communale sans qu'il y ait les compétences pour exercer les fonctions dévolues à une collectivité territoriale. Donc ce problème-là aussi existait. Et puis il y a le problème de mobilisation des ressources. Vous savez, les communes en général, à part 4 ou 5 communes, la plupart des communes dépendent de l'État pour les investissements. Et lorsque vous dépendez de l'État, il y a un problème de planification qui devient difficile malgré la bonne volonté de l'État. Et donc, il y a ce problème qui se posait aussi au niveau des collectivités territoriales. Donc, globalement, je pense que sur ces questions, le gouvernement a décidé d'agir et de chambouler un peu la donne au niveau des collectivités territoriales. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été proposé par le gouvernement? Le gouvernement a proposé globalement de réformer les 2 organes qui, jusque-là, géraient les collectivités territoriales. Et ces 2 organes, à l'heure où nous parlons, étaient dirigés par le maire. Donc, il y avait un organe délibérant, un organe politique qui délibère, qui décide
et un organe exécutif qui met en œuvre, et le maire était le président du conseil communal ou municipal, et en même temps, il était le chef de l'administration, donc il était au sommet des fonctions techniques dans la ville, dans la commune. Et donc aujourd'hui, le premier élément de la réforme qui a été proposée par le gouvernement est de séparer les fonctions politiques, disons des fonctions techniques. Le maire aujourd'hui est renforcé dans un rôle d'animation politique, mais un peu administratif aussi, parce que on retrouvera le maire au niveau du conseil communal comme organe de délibération, mais on retrouvera aussi le maire au niveau du conseil de supervision, qui est quand même une sorte de conseil d'administration qui chapeaute le secrétariat exécutif, qui aujourd'hui a la responsabilité d'animer et de mettre en œuvre les décisions du conseil communal ou municipal. Donc il y a aujourd'hui, on a diminué le rôle du maire sur le plan technique, sur le plan administratif, et on lui a donné plus de pouvoir au niveau du conseil communal et au niveau du conseil de supervision. Et cette réforme s'est répercutée au niveau de ce qu'on appelle les organes infracommunaux, c'est-à-dire au niveau des arrondissements. On retrouve cette organisation également où il y a un secrétaire exécutif d'arrondissement et un chef d'arrondissement. Donc je pense que l'idée du gouvernement, c'est de dire, le maire étant un acteur politique, il ne peut pas prendre des décisions douloureuses pour les citoyens, pour les populations. Il n'a pas la qualité technique pour gérer un certain nombre de fonctions comme ordonnateur du budget, étudier tout ce qui est marché public, etc. etc. Donc, du coup, on délimite ces deux fonctions parce que si vous regardez dans la proposition du gouvernement, le secrétaire exécutif n'est pas véritablement en relation de subordination avec le maire. Ça va poser probablement des difficultés, mais on va examiner, on va mettre en œuvre et on verra ce qu'il faut en retenir. Deuxième chose, c'est que le gouvernement a renforcé les sanctions politiques, les sanctions administratives, aussi bien pour le maire que pour le secrétaire exécutif. Et ça, c'est véritablement une innovation au niveau de cette réforme. Troisième piste qu'on peut retenir, c'est que au niveau des collectivités territoriales, il y a maintenant des fonctions sur lesquelles le maire ne peut plus agir comme il veut. Si vous prenez le secrétaire exécutif, il y a un profil qui est défini, mais le gouvernement va plus loin en obligeant les maires à choisir le secrétaire exécutif sur une liste d'aptitudes nationales. Et une fois ce choix fait, s'il n'y a pas de faute lourde, le secrétaire exécutif va rester en fonction pour 6 ans, ce qui dépasse le mandat du maire même, et c'est le maire qui nomme le secrétaire exécutif. Il en est de même pour un certain nombre de postes, personnes responsables des marchés publics, chargés de planification et de développement local, chargés des systèmes d'information, etc. Donc il y a un certain nombre de postes où on ne pourra plus nommer directement, mais il faudra alors aller choisir sur une liste d'aptitudes. Alors, le quatrième niveau
d'intervention du gouvernement dans le cadre de cette réforme, c'est la création en lieu et place du Fonds d'appui au développement communal, d'un fonds d'investissement communal qui va faciliter, renforcer la contribution du gouvernement, mais qui pourrait également aller sur le marché financier et permettre aux communes d'avoir des ressources additionnelles. Dans la présentation du gouvernement, on note clairement que l'étude sur le fonds d'investissement communal n'est pas terminée parce que justement, ce fonds avait suscité un certain nombre de débats. Est-ce que ce fonds, en plus d'être un guichet pour distribuer les ressources de l'État ou les ressources collectées sur le marché financier, est-ce que ce fonds va intervenir dans la gestion de ces ressources, notamment les investissements au niveau des communes? Donc, on devra patienter pour que le gouvernement finisse les études et rende public son choix sur cette question. Donc, voilà globalement ce qui va changer au niveau des collectivités territoriales. Et le dernier élément qui n'est pas négligeable, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de 2 catégories de communes, nous aurons 3 catégories de communes. Nous aurons les communes à statut particulier, définies aujourd'hui par le gouvernement, à savoir Cotonou, Porto-Novo, Parakou et Abomey-Calavi. Donc ça fait 4. On aura les communes intermédiaires et les communes de droit ordinaire. Donc, aujourd'hui, au lieu que ce soit une loi qui détermine la typologie, qui élise les communes, attribue des typologies aux communes, c'est un décret qui va déterminer si une commune appartient à une catégorie A, B ou C. Donc, voilà globalement les réformes qui ont été opérées. Dorénavant, le secrétaire exécutif devenant ordonnateur du budget, les prérogatives revenues aux maires diminuent. Dans ces conditions, les maires ont-ils encore le pouvoir décisionnel? Je pense que tout le débat aujourd'hui tourne autour de la relation, parce que la présentation du gouvernement dit clairement que dans ces domaines de compétences propres, le secrétaire exécutif n'est pas en relation de subordination par rapport au maire. Donc, ils ont une relation fonctionnelle. Une relation fonctionnelle, ça veut dire que le maire ne peut pas donner des instructions au secrétaire exécutif. Et donc, le maire ne peut agir sur le secrétaire exécutif que dans le cadre du comité de supervision ou à l'occasion d'une délibération du conseil communal ou municipal. Donc aujourd'hui, il y a 2 autorités au niveau de la commune, mais l'une n'est pas subordonnée à l'autre. Donc il y a 2 autorités. Il y a une autorité qui est élue, le maire, qui a des prérogatives au niveau du conseil communal et du conseil de supervision. Il y a une autre autorité, la tête administrative de la commune, qui est nommée par le maire, bien sûr, mais qui ne se retrouve pas dans des liens de subordination. Donc, il n'y a pas un lien hiérarchique entre le maire et le secrétaire exécutif. A priori, on peut se dire que ça va poser des problèmes, parce que si le maire, en tant qu'organe politique, organe de supervision, souhaite interagir sur la gestion du secrétaire exécutif, ça lui sera difficile dès que cette réforme sera actée, et donc les 2 autorités vont se côtoyer, il faut collaborer ensemble, mais sans que l'une ne puisse
instruire l'autre. Dans la sous-région, le Bénin est le premier pays à avoir opéré une telle réforme, sinon que les pays comme le Rwanda et la Hollande sont des exemples dans le domaine. Suivons les explications de Franck Kenevo. Je pense qu'il y a un modèle pareil au Rwanda. Le Rwanda, je pense que c'est le directeur général qui est recruté après appel à candidature. C'est quand même similaire à ce que le gouvernement fait ici, où il y a le maire qui est dans l'orientation stratégique, le maire qui fixe les objectifs à travers le conseil communal, le maire qui contrôle, qui supervise l'action de l'organe exécutif. Parce que, vous savez, la difficulté aussi au niveau du conseil communal et de l'organe exécutif, c'est que c'est le maire qui fait décider et c'est le maire qui exécute. C'est comme si nous avons une entreprise où le maire est le président du conseil d'administration et en même temps, il est le directeur général. Donc, il devient le maire comme un président-directeur général, ce qui se retrouve généralement dans le secteur privé, mais pas dans le secteur public. Donc, c'est ça que le gouvernement a essayé d'atténuer. Et je pense qu'au Rwanda, ça existe. En Europe, il y a, par exemple, au niveau de l'organe exécutif, par exemple, aux Pays-Bas, il y a un collège de maires et de ce qu'ils appellent des échevins qui, ensemble, dirigent. Donc, on voit quand même qu'il y a une tendance pour réduire l'influence du maire en tant que président du conseil communal et en même temps organe exécutif, chef de l'administration. Et je pense qu'il faut aussi équilibrer. Dans notre décentralisation, les adjoints au maire sont soumis au bon vouloir du maire. Parce que la loi dit que le maire, à lui seul, constitue l'organe exécutif. Et donc, les adjoints au maire aussi, il faut rééquilibrer. Parce qu'ils sont élus adjoints au maire, il faut quand même leur trouver des domaines de compétences. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette question.